J'ai serré ma tablette plus fort alors que Damien Marchand se penchait en avant, me coupant la parole pour la 17e fois cet après-midi-là. Ce qu'Amélie essaie de dire, a-t-il lancé avec cette assurance travaillée, c'est que nos coûts d'acquisition d'utilisateurs doivent être ajustés. Mais laissons les détails de côté pour le moment. La salle a murmuré son approbation. Pas une seule personne n'a relevé ce qui venait de se passer. Encore une fois. J'avais passé 3 semaines à peaufiner ces prévisions. 3 semaines de nuits blanches, de repas sautés et d'analyses approfondies de données pour identifier la stratégie financière exacte qui pourrait sauver cette entreprise en perdition. Pourtant, mes conclusions restaient lettres mortes. Sous mes notes de présentation, j'ai ajouté une barre de plus. 17 interruptions en 90 minutes. Mes collègues masculins? 0. Quand notre PDG a annoncé que notre investisseur aux 80 millions d'euros se joindrait à l'appel de la semaine suivante, j'ai pris une décision. Ce soir-là, j'ai étudié le droit du travail et la jurisprudence sur la preuve. La loi m'autorisait à enregistrer. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt, j'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai lancé l'application d'enregistrement et j'ai attendu. Ce qui s'est passé dans cette réunion a tout changé. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes à qui on a déjà coupé la parole dans une salle de réunion. Avant de vous raconter toute l'histoire, je veux que vous sachiez que ce que vous allez entendre n'est pas seulement une question de vengeance, c'est une question de justice, dans un système conçu pour faire taire les voix comme la mienne. Si vous avez déjà été interrompu, ignoré, ou si vos idées ont été attribuées à quelqu'un d'autre, vous comprenez pourquoi c'est important. Restez jusqu'à la fin, car la façon dont les choses se sont déroulées a choqué tout le monde, moi y compris. Je m'appelle Amélie Lefebvre. Je suis stratège financière, titulaire d'un master d'une grande école de commerce, avec 10 ans d'expérience dans la transformation d'entreprises en difficulté en machines à profit. Ma précédente aventure a permis aux investisseurs de tripler leur mise initiale grâce à mon modèle de diversification des revenus. Je ne me contente pas de comprendre les chiffres. Je vois des schémas que les autres ne perçoivent pas. 6 mois avant cette réunion enregistrée, j'ai été recrutée par une start-up technologique prometteuse appelée DataStream. Ils développaient des outils d'analyse basés sur l'intelligence artificielle pour les moyennes entreprises. Et si leurs produits étaient exceptionnels, leur stratégie financière était un désastre. Ils brûlaient leur capital de départ, manquaient leurs objectifs de revenus et repoussaient sans cesse leur levée de fonds en série B. Leur PDG, Édouard Grémont, m'avait convaincu de les rejoindre en me promettant autonomie et impact. Votre expertise est exactement ce dont nous avons besoin, m'avait-il dit lors de notre entretien. Nous voulons que vous remaniez complètement notre approche de la monétisation. Je l'ai cru. J'ai quitté un poste stable pour prendre ce risque parce que je voyais le potentiel de DataStream. Les premières semaines semblaient prometteuses. On m'écoutait pendant ma phase d'intégration, on prenait des notes, quand j'identifiais des inefficacités, on acquiesçait à mes premières observations. Tout a changé au moment où je suis passée de la théorie à la mise en œuvre. La première fois que j'ai présenté une stratégie complète lors de la réunion hebdomadaire de la direction, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que j'arrivais à un point crucial, quelqu'un intervenait. Revenons là-dessus plus tard. Nous devrions prioriser des préoccupations plus immédiates. C'est intéressant, mais peut-être trop ambitieux pour notre phase actuelle. Au début, je me suis remise en question. Est-ce que je manquais de clarté? Est-ce que je n'étais pas assez affirmée? Est-ce que je présentais trop d'informations à la fois? J'ai ajusté mon approche, j'ai simplifié mes présentations, j'ai travaillé mon élocution. Rien n'a changé. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à noter chaque interruption en réunion. Le schéma est apparu avec une clarté troublante. Alors que mes collègues masculins subissaient en moyenne 0 à 2 interruptions par présentation, les miennes atteignaient systématiquement les 2 chiffres. Les interrupteurs les plus fréquents étaient Damien Marchand, le directeur marketing, Victor Jobert, le directeur technique et occasionnellement, Édouard lui-même. Ce qui était encore plus frustrant, c'était de les voir mettre en œuvre des fragments de mes stratégies au compte-gouttes. Souvent après que l'un d'entre eux a reformulé mon idée quelques semaines plus tard. L'entreprise était toujours en difficulté, car il n'utilisait que des parties de l'approche globale que j'avais conçue. J'ai essayé d'aborder le problème directement. Après une réunion particulièrement frustrante, je suis allée voir Damien. J'ai remarqué que vous m'avez interrompu plusieurs fois, aujourd'hui, lui ai-je dit, en gardant un ton professionnel. J'apprécierais de pouvoir terminer mon argumentation avant d'ouvrir la discussion. L'expression de Damien est passée de la confusion à un amusement méprisant. Ah bon? Je ne pense pas. J'essayais juste de nous faire respecter le planning. Ces réunions ont tendance à s'éterniser. Pourtant, 30 minutes plus tôt, il avait passé 15 minutes, sans interruption, à discuter de concepts marketing qui n'avaient que peu de rapport avec nos objectifs trimestriels. J'ai tenté différentes approches, parler plus fort, envoyer les documents à l'avance, demander à Édouard un temps de parole réservé. Rien ne fonctionnait. En fait, les interruptions ont augmenté. Le point de rupture est survenu lors de ma présentation des prévisions trimestrielles. Après 17 interruptions, personne dans cette salle n'avait entendu mon analyse complète. Les projections que j'avais passé 3 semaines à perfectionner ont été rejetées sans examen sérieux.
Nous étions à 3 semaines de notre présentation finale pour obtenir 80 millions d'euros de financement, de l'argent dont l'entreprise avait désespérément besoin, et l'équipe de direction ignorait des informations financières critiques. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. DataStream avait du potentiel, mais sans une stratégie financière adéquate, elle s'effondrerait d'ici quelques mois. Ce n'était plus seulement une question de frustration personnelle. C'était la survie de l'entreprise et les moyens de subsistance de nos 67 employés qui étaient en jeu. J'ai fait des recherches sur le droit du travail et la jurisprudence sur la preuve, confirmant qu'un enregistrement était recevable. Je n'avais pas l'intention de diffuser l'enregistrement publiquement. J'avais juste besoin d'une preuve, de quelque chose de concret pour démontrer cette tendance lorsque j'en parlerai enfin à Édouard ou au conseil d'administration. Le lendemain matin, notre salle de conférence vibrait d'une énergie nerveuse. L'investissement de 80 millions d'euros allait soit nous sauver, soit, s'il était perdu, sonner la fin de l'entreprise. Édouard ajustait nerveusement sa cravate, tandis que les autres répétaient leurs arguments. Lorsque le visage de notre investisseur, Pierre-Antoine de la Salle, est apparu sur l'appel vidéo, les présentations ont commencé. Pierre-Antoine était connu pour son franc-parler et son impatience face à l'inefficacité. Sa société de capital risque avait soutenu certaines des entreprises technologiques les plus prospères de la dernière décennie. À 62 ans, il avait des cheveux argentés et des yeux gris perçants qui semblaient tout évaluer. « Commençons », a-t-il dit après de brèves politesses. « J'ai examiné vos documents précédents, mais je veux savoir où nous en sommes aujourd'hui. » Édouard a fait sa présentation standard de l'entreprise, suivie de la mise à jour de Victor sur le développement du produit. Tous deux ont parlé sans être interrompus, puis Édouard m'a présenté. Et maintenant, Amélie va nous donner un bref aperçu financier. J'ai ouvert ma présentation, consciente de l'application d'enregistrement qui tournait sur mon téléphone. Merci. J'ai préparé une analyse de notre situation financière actuelle et des projections basées sur la mise en œuvre de la stratégie que j'ai élaborée. J'en étais à la 3e diapositive quand Damien s'est penché en avant. Désolé de vous couper, mais vos prévisions semblent optimistes compte tenu des performances du dernier trimestre. Nous devrions probablement nous concentrer sur des estimations plus prudentes. J'ai acquiescé et j'ai continué. 2 minutes plus tard, Victor m'a interrompu. Je pense que nous devrions aborder les coûts de l'infrastructure technique avant de discuter des sources de revenus. Ces chiffres n'auront aucun sens autrement. Là encore, j'ai pris note et j'ai tenté de poursuivre. J'approchais de la partie la plus cruciale de ma présentation, celle qui allait valider ou non notre demande de financement, quand notre directeur produit, Nolan, a tenté une 3e interruption. Si je pouvais juste ajouter quelque chose sur la croissance de nos utilisateurs qui pourrait impacter ces chiffres. C'est alors qu'une chose inattendue s'est produite. Pierre-Antoine s'est raclé la gorge. Je remarque une tendance ici. Le silence s'est fait dans la salle. Votre stratège financière a été interrompue 3 fois en moins de 10 minutes. J'ai compté. Son regard a balayé tous les visages sur l'appel vidéo. Cela me rappelle nos réunions précédentes. C'est exactement la raison pour laquelle nous reconsidérons notre position vis-à-vis de DataStream. Plus personne ne respirait. Édouard a blêmi à vue d'œil. Quand des organisations font taire leurs voix les plus précieuses, elles passent à côté d'analyses cruciales, a poursuivi Pierre-Antoine. J'ai spécifiquement demandé la participation de Mademoiselle Lefebvre à ces réunions, après avoir appris qu'elle était l'architecte du redressement spectaculaire de TechVent l'année dernière. C'est pourquoi j'étais inquiet de voir qu'elle avait à peine pris la parole lors de nos 2 derniers appels. Mon cœur battait la chamade en réalisant ce qui se passait. Pierre-Antoine a continué. Je souhaite entendre la stratégie financière complète de Mademoiselle Lefebvre, sans interruption. Et ensuite, j'aimerais comprendre pourquoi cette habitude de réduction au silence existe chez DataStream. Édouard a bafouillé. Bien sûr, absolument. Je vous en prie, continuez, Amélie. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai présenté ma stratégie financière complète pour la première fois. J'ai exposé les inefficacités de notre modèle actuel, les changements ciblés nécessaires et les résultats prévus. J'ai expliqué comment nous pourrions tripler nos revenus en 18 mois tout en réduisant les coûts opérationnels de 23%. Quand j'ai fini, Pierre-Antoine a hoché la tête d'un air pensif. C'est précisément le genre de réflexion stratégique que j'attendais. Maintenant, Édouard, pourriez-vous m'expliquer pourquoi c'est la première fois que j'entends parler de cette approche globale? Mademoiselle Lefebvre travaille avec vous depuis 6 mois. Édouard eut du mal à formuler une réponse. Nous avons mis en œuvre les éléments de la stratégie d'Amélie de manière progressive. Il y a beaucoup de voix à prendre en compte. Et certaines voix semblent compter plus que d'autres, l'interrompit Pierre-Antoine. Voici ma position. DataStream possède une excellente technologie, mais une dynamique de direction profondément défaillante. Je suis prêt à offrir l'investissement complet de 80 millions d'euros, mais avec des conditions. La tension dans la pièce était palpable alors que tout le monde attendait. Premièrement, Mademoiselle Lefebvre devient directrice de la stratégie et me rendra compte directement, sans passer par votre structure actuelle. Deuxièmement, votre équipe de direction suivra une formation en communication et en inclusion, avec des évaluations trimestrielles. Troisièmement,
vous mettrez en œuvre l'intégralité de sa stratégie telle qu'elle a été présentée aujourd'hui, et non au compte-gouttes. Édouard hocha la tête rapidement, le soulagement se lisant sur son visage à la perspective d'obtenir le financement. Nous pouvons tout à fait accepter ces conditions. Je n'ai pas fini, dit Pierre-Antoine. Je nomme également Mademoiselle Lefebvre à notre conseil consultatif. Nous avons besoin de son point de vue sur l'ensemble de notre portefeuille. Ce poste est assorti de sa propre rémunération, distincte de son rôle chez DataStream. Je suis restée stupéfaite. C'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Pas seulement une reconnaissance, mais une promotion. Un accès direct à l'investisseur et un rôle indépendant qui m'assurait une sécurité, quoi qu'il arrive chez DataStream. Est-ce que cet arrangement vous convient, Mademoiselle Lefebvre ? Demanda Pierre-Antoine. Retrouvant ma voix, je répondis oui, je crois au potentiel de DataStream et je m'engage à ce que ma stratégie soit mise en œuvre avec succès. Excellent. Mon équipe rédigera les documents. Je m'attends à ce qu'ils soient signés d'ici demain soir. Le ton de Pierre-Antoine ne laissait aucune place à la négociation. Après la fin de l'appel, le silence régna dans la salle de conférence. Édouard finit par prendre la parole, la voix tendue. « Amélie, félicitations pour votre promotion. Nous devrons discuter de la transition de vos responsabilités. » Damien et Victor ne parvenaient pas à croiser mon regard. L'enregistreur de mon téléphone tournait toujours, capturant chaque seconde gênante de la situation. J'ai rassemblé mes affaires en évitant tout contact visuel. L'atmosphère était lourde de tensions et d'accusations tacites. En sortant, j'entendais des murmures urgents derrière moi. De retour dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai pris ma première véritable inspiration depuis des heures. Mon téléphone a vibré. Un courriel de l'assistant de Pierre-Antoine demandait un rendez-vous privé le lendemain matin. C'était bien réel. Édouard a frappé à ma porte 30 minutes plus tard, son assurance habituelle remplacée par une attitude plus prudente. « Avez-vous un moment ?» demanda-t-il. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. « Bien sûr. » Il s'est assis, ajustant sa cravate à plusieurs reprises. « Je tiens à m'excuser pour tout malentendu qui aurait pu survenir pendant votre temps ici. Nous apprécions énormément votre contribution. »« Merci », ai-je répondu, en gardant une expression neutre. « Je l'apprécie. »« Je suis curieux », dit-il en se penchant légèrement en avant. « Est-ce une chose dont vous avez discuté avec Pierre-Antoine avant la réunion ?» J'ai soutenu son regard. « Non, j'ai été aussi surprise que tout le monde. » Il hocha lentement la tête, assimilant l'information. « Et l'enregistreur sur votre téléphone pendant la réunion ?» Mon cœur s'est emballé. Il l'avait remarqué. Le droit du travail et la jurisprudence sur la preuve autorisent ce genre de procédé, Édouard. Cela fait des mois que je documente les interruptions systématiques sans que personne ne s'en inquiète. Cet enregistrement était pour mon usage personnel. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Je vois. Comptez-vous utiliser cet enregistrement d'une manière ou d'une autre ? Cela dépend entièrement de ce qui se passera ensuite, ai-je dit calmement. Je suis venu chez DataStream parce que je crois en son potentiel. C'est toujours le cas. Mais j'ai besoin d'espace pour mettre en œuvre les stratégies pour lesquelles j'ai été embauché. Édouard hocha de nouveau la tête en se levant. Vous aurez votre nouveau contrat demain. Et Amélie, je suis vraiment désolée. Après son départ, je suis restée assise en silence, repensant à tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas ainsi que j'avais prévu le déroulement de ma carrière. Je n'avais jamais voulu obtenir le pouvoir par des ultimatums ou une intervention extérieure. Je voulais simplement être écoutée. Mon téléphone a encore vibré. Un SMS de Léa, ma meilleure amie en dehors du travail. Alors, cette réunion importante ? J'ai répondu. Tu ne vas pas le croire. On se voit ce soir autour d'un verre. J'ai besoin de digérer tout ça. Dans mon appartement haussmannien ce soir-là, j'ai tout raconté à Léa en partageant une bouteille de Bordeaux Saint-Émilion. Je n'avais rien prévu de tout cela, ai-je conclu. Je voulais juste une preuve de ce qui se passait. Léa, avocate spécialisée en droit du travail qui avait mené ses propres batailles en entreprise, secoua la tête. Ce n'est pas toi qui as créé cette situation, Amélie. C'est eux. Pierre-Antoine a simplement reconnu ce qui se passait et a suffisamment apprécié ton travail pour intervenir. Mais maintenant, je dois y retourner et diriger des gens qui m'en veulent. Ou alors, répliqua-t-elle, tu as l'opportunité de remodeler la culture d'une entreprise tout en bénéficiant de la protection de l'investisseur principal. Tu sais à quel point cette chance est rare. J'ai bu une gorgée de vin pensivement. Je n'arrête pas de penser à l'enregistrement. Une partie de moi veut l'effacer maintenant qu'il a servi à quelque chose. Une autre pense que je devrais le garder comme assurance. Garde-le, dit Léa sans hésiter. Pas pour t'en servir comme d'une arme, mais comme d'une protection. Tu t'apprêtes à introduire des changements importants qui vont bouleverser les structures de pouvoir établies. Certaines personnes ne l'accentueront pas de bon gré. Le lendemain matin, j'ai rencontré Pierre-Antoine par visioconférence. À la lumière du jour, loin de la tension de la veille, je pouvais mieux apprécier sa finesse d'esprit. « Mademoiselle Lefebvre, puis-je vous appeler Amélie ?» commença-t-il. « Bien sûr. Je veux être transparent sur ce qui s'est passé hier, dit-il. Vos interruptions n'étaient pas la seule raison pour laquelle nous reconsidérions notre investissement. » J'attendais, curieuse. Depuis 3 mois, nous évaluons la culture de direction de DataStream. Édouard est brillant pour la vision du produit, mais il a créé une chambre d'écho qui récompense la confiance en soi plutôt que la compétence. Quand nous avons appris qu'il vous avait embauché,
la stratège derrière le redressement remarquable de TechVent, nous étions optimistes. Mais lors des réunions suivantes, nous avons remarqué que vous étiez systématiquement mis à l'écart. Vous les testiez, ai-je réalisé tout haut. Pierre-Antoine hocha la tête. Nous devions voir s'ils utiliseraient votre expertise de manière efficace. Ils ont échoué à ce test à plusieurs reprises. La réunion d'hier n'a fait que confirmer ce que nous soupçonnions déjà. Pourquoi ne pas avoir simplement retiré votre investissement? Parce que la technologie de DataStream est exceptionnelle, et qu'elle vous a désormais, vous. Il se pencha en avant. Je ne prends pas de décision basée sur la justice sociale, Amélie. Je les prends en fonction du retour sur investissement. Les entreprises qui font taire leur meilleur cerveau prennent de mauvaises décisions financières. C'est aussi simple que cela. À la fin de la journée, j'avais signé les 2 contrats. Directrice de la stratégie chez DataStream avec une augmentation substantielle et des parts sociales, plus un poste au conseil consultatif de Pierre-Antoine, au triple de mon ancien tarif de consultante. Le lundi suivant, Édouard a convoqué une réunion générale pour annoncer l'investissement et ma promotion. La nouvelle a été présentée uniquement comme un développement organisationnel positif. Aucune mention des conditions qu'il avait provoquées. Certains employés semblaient sincèrement ravis. D'autres, en particulier Damien et Victor, ont gardé un sourire crispé tout au long de l'annonce. Après l'annonce, j'ai exposé les changements stratégiques que nous allions mettre en œuvre immédiatement. Ces ajustements peuvent sembler importants, mais ils sont nécessaires pour notre croissance et notre pérennité, ai-je expliqué. Je rencontrerai chaque département individuellement pour discuter de la manière dont ces changements affectent vos domaines spécifiques. Le vrai travail a commencé cet après-midi-là. J'ai commencé par le département marketing, le territoire de Damien. Je suis arrivée dans la salle de conférence et je l'ai trouvé déjà installé avec son équipe, l'expression soigneusement neutre. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir. J'ai commencé à distribuer les documents. Je veux discuter de la manière dont la nouvelle stratégie affecte les priorités marketing et les allocations budgétaires. Damien s'est raclé la gorge. Avant de commencer, je pense qu'il est important de reconnaître que certains de ces changements pourraient perturber des campagnes dans lesquelles nous avons déjà investi. Vous avez tout à fait raison, ai-je répondu. C'est pourquoi nous avons cette conversation. J'ai besoin de comprendre ce qui est en cours avant de finaliser les objectifs du département. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai plus écouté que parlé. J'ai noté les projets actuels, les préoccupations de l'équipe et les points de résistance potentiels. Quand Damien tentait d'écarter certains changements en les jugeant irréalistes ou trop agressifs, je posais des questions spécifiques exigeant des réponses détaillées, plutôt que des généralités. Pouvez-vous m'aider à comprendre quels indicateurs spécifiques vous font croire que cet objectif est irréaliste? Ou quelles ressources supplémentaires rendraient ce calendrier réalisable? À la fin de la réunion, l'équipe de Damien était impliquée et proposait des suggestions constructives. Alors que les gens sortaient, il est resté assis, de plus en plus silencieux. C'est personnel, Amélie, a-t-il dit une fois que nous fûmes seuls. J'ai soutenu son regard avec assurance. Ce n'est pas personnel, Damien. C'est stratégique. L'entreprise doit changer de cap pour survivre et le marketing joue un rôle crucial dans ce pivot. Vous avez enregistré cette réunion, n'est-ce pas? Celle avec Pierre-Antoine. Je n'ai ni confirmé, ni démenti. Ce qui importe maintenant, c'est d'aller de l'avant. J'apprécie votre expertise et j'ai besoin que votre département soit pleinement aligné sur notre nouvelle direction. Êtes-vous prêt à collaborer avec moi sur ce projet? Il m'a observé un long moment avant de hocher la tête une seule fois. Je m'alignerai sur la stratégie. Des conversations similaires ont eu lieu dans tous les départements au cours des jours suivants. Certains ont accueilli les changements avec enthousiasme, d'autres les ont acceptés à contre-cœur. Victor s'est montré particulièrement résistant, remettant en question chaque allocation technique du nouveau budget. Lors de notre 3e discussion animée concernant les ressources de développement, il a fini par éclater. C'est ridicule. Vous démantelez des systèmes qui ont mis des années à être construits parce que vous avez eu de la chance avec un investisseur qui se trouve vous apprécier. Le silence s'est installé dans la pièce alors que ces mots restaient suspendus dans l'air. Est-ce vraiment ce que vous pensez qu'il s'est passé, Victor? Que j'ai eu de la chance? Ai-je demandé calmement. Vous voyez ce que je veux dire? A-t-il répondu sans reculer. Pierre-Antoine vous a pris en affection, et soudain, c'est vous qui dictez tout. J'ai ouvert mon ordinateur et affiché un tableur. Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai tourné l'écran vers lui. Voici les coûts de développement des 18 derniers mois, mis en parallèle avec l'acquisition et la fidélisation des clients. Nous dépensons 43% de plus que la norme du secteur pour maintenir des fonctionnalités que moins de 7% de nos utilisateurs consultent régulièrement. J'ai cliqué sur l'onglet suivant. Voici l'impact de la réaffectation de ces ressources vers les fonctionnalités que nos clients, les plus importants, utilisent réellement au quotidien. Une augmentation prévue des revenus de 28% d'ici 6 mois, avec une réduction des frais généraux de développement. Victor a fixé les chiffres, ses objections s'effondrant. Il ne s'agit pas de l'affection que Pierre-Antoine me porte, ai-je poursuivi. Il s'agit de mettre en œuvre des décisions basées sur les données qui ont été ignorées pendant des mois.
Vous avez un esprit technique brillant, Victor. J'ai besoin que ce génie se concentre sur les bonnes priorités. La résistance n'a pas disparu du jour au lendemain, mais elle s'est progressivement transformée en un respect grinçant à mesure que ma stratégie commençait à porter ses fruits. À la fin du premier trimestre, avec cette nouvelle approche, la fidélisation de la clientèle s'était améliorée de 16%, les coûts d'acquisition avaient diminué de 22% et notre marge de manœuvre financière s'était considérablement élargie. Édouard, à son crédit, est devenu un allié inattendu. Lors de nos points hebdomadaires, il sollicitait activement mon avis et soutenait publiquement mes décisions. Après un lancement de produit particulièrement réussi, il s'est arrêté devant mon bureau. « Je m'étais trompé à votre sujet », a-t-il dit simplement. Ou plutôt, j'avais raison au début quand je vous ai recruté, puis j'ai eu tort quand j'ai cessé de vous écouter. Je vous remercie de le reconnaître, ai-je répondu. Le conseil d'administration est impressionné par nos progrès. Ils ont évoqué l'idée d'élargir encore vos responsabilités. Il a hésité. Je voulais que vous l'appreniez de ma bouche en premier. 6 mois après cette réunion enregistrée, DataStream était métamorphosé. Nous ne faisions pas que survivre. Nous étions florissants. La culture d'entreprise avait également évolué. Les protocoles de réunion incluaient désormais un temps de présentation dédié, sans interruption, et l'équipe de direction s'était ouverte à des voix plus diverses. Damien est finalement devenu un partenaire solide dans la mise en œuvre de notre stratégie marketing, bien que notre relation soit restée strictement professionnelle. Victor a mis plus de temps à s'adapter, mais il s'est finalement épanoui lorsqu'on lui a donné une direction technique claire, alignée sur les objectifs commerciaux. Quant à moi, mon double rôle de directrice stratégique et de membre du conseil consultatif m'a ouvert des portes que je n'avais pas anticipées. D'autres entreprises du portefeuille de Pierre-Antoine ont sollicité mes conseils. Des publications spécialisées ont demandé des interviews sur notre stratégie de redressement. J'ai été invitée à prendre la parole lors de conférences sur le leadership financier. L'enregistrement qui avait tout déclenché restait stocké en lieu sûr, mais n'avait jamais été utilisé. Son existence même avait rempli son office sans qu'il soit nécessaire de l'écouter. La véritable consécration est venue lors de notre réunion annuelle des investisseurs, exactement 1 an après cet appel enregistré décisif. J'ai présenté nos résultats devant une salle d'actionnaires, comprenant Pierre-Antoine et plusieurs nouveaux investisseurs potentiels. Sous la direction stratégique d'Amélie, a expliqué Édouard, DataStream a augmenté ses revenus de 67% d'une année sur l'autre, tout en réduisant les coûts opérationnels de 31%. Notre base de clients a cru de 43%, avec des indicateurs de fidélisation en hausse sur tous les segments. Pierre-Antoine a hoché la tête avec approbation pendant que j'exposais les détails. Quand j'ai eu fini, il s'est adressé à l'Assemblée. Lorsque nous avons investi dans DataStream, nous investissions dans un potentiel. Aujourd'hui, nous voyons ce potentiel se réaliser grâce à une vision stratégique claire et une exécution rigoureuse. Il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Lefebvre a démontré ce qui se passe lorsque les entreprises amplifient leur meilleure voix plutôt que de les faire taire. Après la réunion, Pierre-Antoine m'a prise à part. J'ai observé votre travail au sein des entreprises de notre portefeuille. Votre rôle de conseillère a été précieux, mais je pense que nous pouvons faire plus. Qu'aviez-vous en tête, ai-je demandé. Nous lançons un nouveau fonds axé sur des entreprises sous-évaluées, dotées de bases techniques solides, mais dont l'exécution stratégique est défaillante. C'est exactement le profil où vous excellez. J'aimerais que vous envisagiez de nous rejoindre en tant qu'associée gérante. L'offre était inattendue et allait changer ma vie. Un partenariat dans un fonds de capital risque, avec un pourcentage d'intéressement significatif et un pouvoir de décision réel. Cela signifierait quitter DataStream, ai-je dit, analysant les implications. Oui, bien que nous souhaitions que la transition se fasse progressivement et que vous conserviez peut-être un rôle de conseillère. Édouard a considérablement mûri en tant que leader sous votre influence. J'ai repensé au chemin parcouru depuis 1 an. Passer de l'état de personne systématiquement réduite au silence à celui de partenaire, dans un fonds où les entreprises rechercheraient activement ma voix. Passer du décompte des interruptions à l'élaboration de stratégies d'investissement pour de multiples organisations. J'aimerais y réfléchir, ai-je dit à Pierre-Antoine. Bien sûr. Prenez le temps qu'il vous faut. Le soir même, j'étais assise dans mon appartement haussmannien, examinant les détails de l'offre. Mon téléphone a vibré, un message de Léa. J'ai entendu dire que ta réunion s'est bien passée aujourd'hui. Dîner de célébration. Alors que nous partagions un repas dans notre restaurant préféré, j'ai expliqué l'offre de Pierre-Antoine. Donc, tu serais son égal dans ce nouveau fonds? A-t-elle demandé. Associé junior au début, mais oui, avec un chemin tracé vers une égalité parfaite selon les indicateurs de performance. Léa a levé son verre. À la femme qui a transformé 17 interruptions en un partenariat de capital risque. Je savais que tu étais brillante, mais même moi, je n'avais pas vu venir ça. J'ai trinqué avec elle en sirotant mon Bordeaux Saint-Émilion. Moi non plus. Je voulais juste être entendue. Et maintenant, tout le monde t'écoute, a-t-elle dit avec un sourire. La semaine suivante, j'ai accepté l'offre de Pierre-Antoine avec un plan de transition de 12 mois pour DataStream. Quand j'ai annoncé mon départ futur à l'équipe de direction, leur réaction a montré à quel point les choses avaient changé. Édouard a exprimé une déception sincère, mais a soutenu ma décision.
Damien a reconnu tout ce qu'il avait appris en travaillant sous ma stratégie. Même Victor m'a félicité, notant que les changements apportés à l'infrastructure technique avaient positionné l'entreprise pour un succès à long terme. Lors de ma dernière semaine chez DataStream, avant de passer à mon rôle de conseillère, Édouard a organisé une fête pour célébrer notre année réussie. Pendant son discours, il a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Parfois, la chose la plus précieuse que nous puissions faire en tant que dirigeants, c'est de reconnaître quand nous devons écouter plutôt que parler. Amélie nous a appris cette leçon et DataStream en est ressortie plus forte. Plus tard dans la soirée, alors que la fête touchait à sa fin, je me suis retrouvée seule dans la salle de conférence où cette fameuse réunion enregistrée avait eu lieu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé le fichier audio qui n'avait jamais été diffusé. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton de suppression. Après un moment de réflexion, j'ai appuyé sur supprimer, puis j'ai confirmé. La preuve n'était plus nécessaire. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. En entamant mon nouveau rôle au sein du fonds d'investissement, j'emportais avec moi la leçon la plus précieuse de mon expérience chez DataStream. Le vrai pouvoir ne consiste pas à faire taire les autres ou à hausser le ton le plus fort. Il s'agit de créer des environnements où chaque voix de valeur peut être entendue. Au cours des 2 années qui ont suivi, notre fonds a investi dans 27 entreprises, avec une attention particulière pour celles ayant des équipes de direction diversifiées. Nos rendements ont systématiquement surpassé les moyennes du secteur. Il s'avère que financer des entreprises qui écoutent leurs meilleurs esprits n'est pas seulement éthique, c'est aussi financièrement astucieux. J'ai toujours le carnet où j'avais comptabilisé ces 17 interruptions. Il trône sur mon bureau comme un rappel de l'endroit où ce voyage a commencé. Parfois, en évaluant un investissement potentiel, j'observe la dynamique de leurs réunions, en surveillant qui prend la parole et qui est réduit au silence. C'est devenu l'un de nos indicateurs les plus fiables du potentiel d'une entreprise. L'enregistrement a peut-être disparu, mais son impact demeure dans ma carrière, dans la culture transformée des flux de données et dans chaque décision d'investissement que j'influence aujourd'hui. C'est là tout l'intérêt de trouver sa propre voix. Une fois qu'on la possède vraiment, on n'a plus jamais besoin de s'imposer par le silence. Si vous avez déjà été interrompu, ignoré, ou si vos idées ont été attribuées à quelqu'un d'autre, j'espère que cette histoire vous rappellera que votre voix compte. Vos idées méritent d'être entendues dans leur intégralité, et non par fragments entre 2 interruptions. Avez-vous vécu une situation similaire dans votre environnement professionnel? Quelles stratégies vous ont aidé à y faire face? J'aimerais beaucoup lire vos témoignages dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient aider une personne qui lutte actuellement pour se faire entendre. Si ce récit vous a touché, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires sur la dynamique au travail et le développement professionnel. Chaque mention j'aime permet à ce message d'atteindre quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas, parfois, l'action la plus puissante ne consiste pas à parler plus fort, mais à documenter les faits avec précision. Vos preuves deviennent votre meilleur allié quand vient enfin le moment d'être écouté.